Il a poussé mon gâteau de remise de diplôme de la table. Le glaçage a éclaboussé les dalles du patio. Mon neveu de 10 ans a regardé le désordre, puis m'a souri droit dans les yeux. Mange-le par terre, tante Rachel. Une seconde de silence, puis toute la table a éclaté de rire. Ma sœur, sa mère, a souri dans son verre de vin. Ma propre mère a ri le plus fort, un son aigu et cruel qui m'a blessé plus profondément que n'importe quel couteau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé le couteau à gâteau, je me suis éloigné de leur rire et je suis monté dans ma voiture. Cette nuit-là, le message texte que j'avais attendu toute ma vie est enfin arrivé. Il venait de ma mère. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. Ma sœur a aimé ça. Ils pensaient qu'ils me bannissaient. Ils pensaient qu'ils avaient tout le pouvoir. Ils avaient oublié un tout petit détail. J'étais la cosignataire de leur maison. J'étais la cosignataire de la voiture de ma sœur. Ils n'étaient pas seulement ma famille. Ils étaient mes dépendants. Mes doigts étaient parfaitement stables alors que je tapais une simple réponse, je retire mon nom de tous les prêts demain. À minuit, la panique s'est installée. La conversation de groupe était inondée. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec 100 appels manqués. Il commençait à peine à comprendre. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. Alors que le soleil se couchait, les guirlandes lumineuses dans le jardin brillaient plus fort. L'air est devenu plus frais, le barbecue était terminé, et les gens étaient simplement assis à boire. Les rires ont commencé à changer. Ils sont devenus plus forts et semblaient plus acérés. Ce n'étaient pas des rires joyeux. C'était le genre de rire qui a besoin d'une cible. J'essayais de rester invisible. Je débarrassais les assiettes en carton, empilais les gobelets en plastique usagés et prétendais ne pas les entendre. Ma mère, Hélène, tenait un verre de vin blanc. Elle racontait une histoire à propos d'une voisine. Et je lui ai dit, dit-elle, la voix aiguë. Si vous ne pouvez pas contrôler votre chien, vous ne devriez pas en avoir un. Ma sœur Brittany a ri. Mon Dieu, maman, tu as vraiment dit ça? Bien sûr que je l'ai fait. Ils étaient tous assis à la table principale du patio. Mon père, Robert, était au bout, fixant le foyer. Il était là, mais il n'était pas là. Il n'était jamais là. J'étais debout près de mon gâteau. Il était encore dans le coin, à côté d'un bol de glace fondue. J'ai pris le petit couteau en argent, prêt à le couper. Peut-être que si j'offrais du gâteau, l'ambiance s'améliorerait. Et, tante Rachel, a gazouillé une voix. Je me suis retourné. C'était mon neveu, Tyler. Il avait 10 ans, et il avait les yeux de ma sœur. Il m'a regardé avec un petit sourire méchant. Et, Tyler, tu veux le premier morceau de gâteau? Il a reniflé. Non, le gâteau, c'est pour les gens qui célèbrent. Je me suis arrêté. Je l'ai juste regardé. C'est une célébration, mon grand. J'ai eu mon diplôme. Tyler a regardé sa mère, Brittany. Elle nous observait. Son verre de vin était en suspens près de sa bouche. Elle lui a fait un petit signe de tête. Elle l'encourageait. Tyler s'est retourné vers moi. Sa voix est devenue plus forte pour que tout le monde à la table puisse entendre. Tante Rachel. Maman dit que tu as seulement eu ton diplôme pour pouvoir te vanter. La table est devenue silencieuse. Je pouvais entendre la glace craquer dans le verre de quelqu'un. J'ai regardé Brittany. Elle n'a pas détourné le regard. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle a juste haussé les sourcils, un petit sourire aux lèvres. Puis ma mère a ri. C'était un son aigu et mince. Oh, Tyler, dit-elle en agitant la main. Ne dis pas ça à voix haute. Et juste comme ça, la permission était donnée. Toute la table a ri. Ce n'était pas un petit rire. C'était un rire plein, profond, méchant. Ils ont ri comme s'ils venaient de raconter la blague la plus drôle du monde. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le couteau semblait lourd dans ma main. Chaque mot qu'il disait était un couteau en soi. Je savais qu'il ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu. Il était un haut-parleur pour la jalousie de ma sœur et la cruauté de ma mère. Ce n'est pas vrai, Tyler, ai-je dit. Ma voix était basse. Si, c'est vrai, a-t-il insisté. Il appréciait cela.
Il aimait être le centre de l'attention. Maman a dit que tu penses être meilleur que nous maintenant. C'est pour ça que tu vis à Seattle. Tu te crois trop intelligente, Brittany, ai-je dit, en regardant droit ma sœur. Vas-tu l'arrêter? Britney a pris une longue gorgée de son vin. Il ne fait qu'être un enfant, Rachel. Il est honnête. C'est ce que tout le monde pense. Mon père n'a rien dit. Il a juste regardé dans le feu. Je sentais les coupures de chaque mot. Ce n'étaient pas de nouvelles blessures. C'étaient les mêmes blessures que j'avais reçues toute ma vie. La blessure d'être trop sérieuse. La blessure d'être trop sensible. La blessure d'essayer de toutes mes forces pour seulement m'entendre dire que je me vantais. J'ai baissé les yeux sur le gâteau. Mon nom y était inscrit. Félicitations, Rachel. Je l'avais acheté pour moi-même. Je savais qu'il ne le ferait pas. Tu penses que tu es meilleur, a dit Tyler. Il s'est approché. Ses yeux étaient brillants et méchants. Et puis il a mis ses mains sur le bord de la table pliante bon marché. Il l'a poussée. C'est arrivé vite, mais cela a semblé lent. La table a basculé. Le gâteau a glissé. Il est resté en l'air juste une seconde. Puis il est tombé. Il a heurté les dalles du patio avec un bruit sourd et humide. Splat. Le glaçage blanc a giclé partout. Il a éclaboussé mes chaussures. Il a touché l'ourlet de mon jean. Les petites bougies bleues se sont dispersées dans l'herbe. Félicitations, Rachel, n'était plus qu'une traînée bleue sur la pierre sale. Silence. Puis Tyler a regardé le désordre. Il a regardé mon visage. Il a souri. Mange-le par terre, tante Rachel. Le rire qui est revenu était pire cette fois. Il était plus dur. Il était sauvage. Ma mère a rejeté la tête en arrière et a ri. Brittany a ri dans sa main. Leurs amis, des gens qui me connaissaient depuis que j'étais enfant, riaient. Je suis restée là, couverte de mon propre gâteau de remise de diplôme. J'ai regardé ma mère. Elle essuyait une larme de rire de son œil. Elle m'a finalement regardé. Son rire s'est arrêté, mais son sourire est resté. Oh, allons, Rachel, dit-elle. Sa voix était légère, comme si elle s'ennuyait. Ne sois pas si sensible. Ce n'est qu'un gâteau. Tyler ne faisait qu'être un garçon. J'ai baissé les yeux sur le couteau dans ma main. J'ai pensé à le jeter. J'ai pensé à crier. J'ai pensé à pleurer, mais je ne sentais rien. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le néant. La partie de moi qui voulait leur amour, la partie qui continuait d'essayer, venait de mourir. Elle avait disparu. J'ai posé le couteau sur la table sale couverte de glaçage. Je portais un petit tablier bleu que ma mère avait insisté pour que je mette. Tu es l'aide de l'hôtesse, avait-elle dit. J'ai passé les mains dans mon dos. J'ai dénoué les cordons du tablier. Je l'ai retiré par-dessus ma tête. Je l'ai plié une fois, proprement, et je l'ai posé sur une chaise. Puis je me suis retourné. Je suis passé devant la table qui riait. Je suis passé devant mon père silencieux. Je me suis dirigé vers le portail latéral. Où vas-tu? A crié ma mère. Sa voix n'était pas inquiète. Elle était agacée. Rachel, ne fais pas de scène. Nous avons encore des invités. La fête est finie, a crié Britney, sa voix pleine de sarcasme. La diplômée s'en va. Leurs rires m'ont suivi comme un fantôme tout le long de l'allée. Je suis monté dans ma voiture. J'ai mis la clé dans le contact. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas essuyé le glaçage de mes chaussures. Quelque chose en moi ne s'était pas seulement fissuré. Ça s'était brisé. C'était complètement, finalement brisé. Et je savais que je ne reviendrais jamais. Le trajet de l'Idaho à Seattle est long. C'est environ 8 heures. 8 heures de collines plates et brunes qui se transforment en montagnes d'un vert sombre. J'ai conduit toute la nuit. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le son de mes pneus sur l'autoroute. Le vrombissement du moteur était le seul son au monde. Mon téléphone était sur le siège passager. Il était éteint. Je l'avais éteint après avoir quitté la fête. Je ne voulais pas l'entendre vibrer. Je ne voulais pas lire les messages que je savais être là. Pendant tout le trajet, j'ai simplement rejoué la scène. J'ai vu le gâteau heurter le sol.
J'ai entendu la voix de Tyler. Mange-le par terre. J'ai entendu le rire de ma mère. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bien. J'ai eu de bonnes notes. Je ne me suis pas attiré d'ennui. Je suis allé à l'université. J'ai obtenu ma maîtrise. J'étais la responsable. J'étais la stable. Britney était la marrante. C'était elle qui faisait des erreurs. Elle a eu Tyler à 20 ans. Elle a épousé un homme qui l'a quittée. Elle était toujours dans une sorte de drame et il l'aimait pour ça. Son drame les faisait se sentir nécessaires. Ma stabilité ne faisait que les ennuyer. Chaque fois que je réalisais quelque chose, ils le traitaient comme une insulte. Mon succès était une lumière qui leur faisait voir leurs propres échecs, et ils me détestaient pour ça. Je le voyais clairement maintenant. Il ne s'agissait pas de moi étant trop sensible. Il s'agissait d'eux étant trop cruels. J'ai conduit à travers le lever du soleil. Le ciel est passé du noir au violet, puis à un gris pâle et aqueux. Au moment où j'ai traversé le pont pour entrer à Seattle, la ville se réveillait à peine. Mon appartement est petit. C'est un studio dans un vieil immeuble en briques. C'est juste une pièce, mais c'est ma pièce. Personne ne se moque de moi ici. J'ai monté les 3 étages. Le glaçage sur mes chaussures était sec et craquelé. J'ai déverrouillé ma porte. Je suis entré. L'air était calme et silencieux. La pluie a commencé à tapoter contre ma fenêtre. Une pluie douce et régulière de Seattle. C'était comme si la ville m'accueillait à la maison. J'ai enlevé mes chaussures sales près de la porte. J'ai mis mes clés dans le petit bol sur mon bureau. Je me suis assise sur mon lit. Je suis restée assise là pendant longtemps. J'ai juste regardé la pluie tracer des sillons sur la vitre. Elle lavait la saleté de la fenêtre. J'aurais aimé qu'elle puisse me laver aussi. Finalement, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai allumé. Il a explosé. Un flot de notifications. 22 appels manqués. Maman, papa, Britney. 34 messages textes. Je ne les ai pas tous lus. J'ai juste lu le dernier. Il venait de ma mère. C'était dans la conversation de groupe familial. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. J'ai fixé les mots. Nous avons choisi, le nous de majesté. Cela signifiait elle et mon père. Mon père qui n'avait pas dit un seul mot. Il suivait simplement. Il suivait toujours simplement. Couper tout contact. Cela sonnait si formel, comme une lettre d'affaires, comme s'il me renvoyait. Me renvoyait de mon rôle de fille. Reste loin pour toujours. C'était la punition. Ils pensaient que je ne pouvais pas vivre sans eux. Ils pensaient que je paniquerais. Ils pensaient que je supplierais. Ils pensaient que je m'excuserais pour la scène que j'avais faite. J'ai regardé le message et puis je l'ai vu. Sous le texte, il y avait un petit cœur rouge. Britney avait aimé le message. Ce seul cœur rouge m'a frappé plus fort que le gâteau. C'était si simple, si final. C'était ma sœur qui célébrait. Elle avait gagné. Elle avait finalement réussi à me faire sortir de la famille. Elle était la seule fille maintenant. J'ai fixé l'écran. J'ai attendu les larmes. J'ai attendu la douleur, le grand trou hurlant dans ma poitrine. Mais ce n'est pas venu. Je ne sentais rien. Juste une immobilité profonde, froide et silencieuse. Le genre d'immobilité que l'on ressent quand une mauvaise tempête est enfin passée. Et que l'on se retrouve dans les décombres. Il pensait qu'il me punissait. Il ne réalisait pas qu'il me libérait. J'ai regardé les mots de ma mère une dernière fois. Reste loin pour toujours. Puis quelque chose à l'intérieur de moi a parlé. C'était une voix très basse, mais elle était plus claire que la pluie. Elle a dit un mot. Assez. J'en avais fini. J'en avais enfin, complètement fini. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, montrant une photo du lac Union. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. L'immobilité du message texte était toujours là. Mais maintenant, quelque chose d'autre s'y mêlait. C'était un sentiment froid et clair. C'était de la colère. Mais ce n'était pas le genre de colère qui vous fait crier. C'était le genre qui vous fait voir les choses clairement. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire.
Je suis très organisé avec mon argent. Je dois l'être. Je vis dans une ville chère. J'ai mes propres prêts étudiants. J'ai un loyer. J'ai une assurance auto. Ma feuille de calcul a tout ça. Loyer, charges, courses, épargne. Et puis il y avait 2 autres lignes. 2 paiements que je faisais chaque mois. Aide prêt hypothécaire par an, 4 cents dollars. SUV de Britney, 640 dollars. J'ai fixé les chiffres. Il y a 3 ans, mes parents allaient perdre leur maison. Les heures de mon père à l'usine avaient été réduites. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide. Rachel, tu es la seule à qui nous pouvons demander, avait pleuré ma mère au téléphone. Tu es la stable. Tu as ce bon travail dans la technologie. Je venais d'obtenir ce travail. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'étais fier. C'est juste pour nous aider à passer le cap, chérie, avait-elle dit. C'est juste une signature. La famille est de la famille. Alors, j'ai co-signé. Je n'ai pas seulement aidé. J'ai co-signé. J'étais légalement responsable. Et pendant 3 ans, j'avais payé 4 cents dollars chaque mois. Le cap n'a jamais pris fin. Puis Britney, sa vieille voiture est morte. Elle avait besoin d'une voiture sûre pour Tyler. C'est ce qu'elle a dit. Tu veux que ton neveu soit en sécurité, n'est-ce pas, Rachel, m'avait demandé ma mère. Alors, je suis allé avec elle chez le concessionnaire. Elle a choisi un énorme SUV neuf. Il était noir et brillant et avait un toit ouvrant. Elle n'avait aucun crédit. La banque s'est moquée d'elle. S'il te plaît, Rachel, m'avait-elle chuchoté. Je te rembourserai chaque mois. Je te le promets. Ma mère a posé sa main sur mon bras. Co-signe, chérie. C'est juste une signature. Alors j'ai signé, et depuis 2 ans, elle n'avait pas fait un seul paiement. Les 640 dollars sortaient directement de mon compte bancaire chaque mois. Le prélèvement automatique était le seul moyen de protéger mon propre crédit. J'ai fait le calcul dans ma tête. 400 dollars par mois pendant 3 ans. 640 dollars par mois pendant 2 ans que je leur avais donné. J'ai rapidement ouvert la calculatrice. 4 cents multiplié par 36 plus 640 multiplié par 24. 14 400 plus 15 360. Total, 29 760. Je leur avais payé près de 30 000 dollars. J'ai regardé le glaçage encore craquelé sur mon jean. J'ai pensé au voyage en Floride qu'ils ont fait le mois dernier. Les photos étaient partout sur Facebook. Britney et Tyler sur la plage. Ma mère sirotant une boisson. Il travaille dur, avait dit ma mère à la fête. Il le mérite. J'ai payé pour ce voyage. J'ai payé pour la nouvelle robe à fleurs de Britney. J'ai payé pour la fête même où ils se sont moqués de moi. J'ai payé pour le privilège d'être humilié. J'avais toujours appelé ça de l'amour. J'appelais ça de l'aide. J'appelais ça être la responsable. J'avais tort. Ce n'était pas de l'amour. C'était une laisse. Tant que j'étais lié à eux par l'argent, je devais revenir. Je devais répondre à leurs appels. Je devais écouter leurs blagues. Je devais subir leurs abus. La co-signature n'était pas juste une signature. C'était une chaîne. Ils ne se sont pas seulement moqués de moi. Ils se sont moqués de l'idiote qui payait pour leur vie. La colère froide et silencieuse dans ma poitrine est devenue très vive. Ils voulaient couper tout contact. D'accord. J'ai ouvert ma messagerie électronique. J'ai commencé un nouveau message. J'ai tapé 3 adresses. Maman, papa, Brittany. L'objet était « Finance ». Je n'ai pas écrit « Chère maman ». Je n'ai pas écrit « Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça ». Je n'ai pas mentionné le gâteau. Je n'ai pas mentionné le message texte. J'ai écrit 5 mots. Je retire mon nom de tous les prêts demain. J'ai fixé la phrase. Elle était nette. Elle était simple. Elle n'était pas émotionnelle. C'était un fait. Ma main tremblait un peu alors que je déplaçais la souris vers le bouton d'envoi. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. Le cœur rouge. J'ai cliqué sur le bouton. L'email était parti. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le clic du couvercle a semblé fort dans la pièce silencieuse.
Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. La pluie lavait la ville. J'ai posé ma main sur la vitre froide. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, elle semblait être la mienne. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas leur sœur. Je n'étais pas leur banque. J'étais juste Rachel. Et j'étais libre. J'ai vraiment dormi. Je pensais que je serais debout toute la nuit à fixer le plafond. Mais j'ai dormi comme une pierre. C'était le sommeil profond et sans rêve d'une personne qui a enfin posé un sac très, très lourd. Quand je me suis réveillé, le soleil essayait de percer les nuages gris de Seattle. Mon appartement était rempli d'une lumière douce et calme. Puis j'ai vu mon téléphone. Il était sur la table de chevet, vibrant. L'écran était un mur solide de notifications. Il avait vibré toute la matinée. Appel manqué, maman, 14. Appel manqué, papa, 6. Appel manqué, Britney, 11. Appel manqué, numéro inconnu, 3. Messagerie vocale, 9. Message texte, maman, 23. Je l'ai pris. Je ne l'ai pas déverrouillé. J'ai juste regardé les aperçus des textes sur l'écran de verrouillage. Maman, qu'est-ce que cet email veut dire? Maman, tu ne peux pas faire ça. Maman, Rachel, appelle-moi à l'instant. Maman, tu es en train de ruiner cette famille. Britney, tu essaies de ruiner ma vie. Papa, Rachel, s'il te plaît, appelle ta mère. Elle est bouleversée. J'ai cherché un mot. J'ai cherché le mot « désolé ». J'ai cherché « nous sommes désolés pour le gâteau ». J'ai cherché « je suis désolé pour ce que j'ai dit ». J'ai cherché « nous ne voulions pas te couper les ponts ». Ce mot n'était pas là. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé. Ils étaient juste en colère que je coupe l'argent. Les numéros inconnus étaient probablement leurs amis ou peut-être même la banque. Bien qu'il soit trop tôt pour ça. Ils essayaient de me faire peur. J'ai reposé le téléphone sur la table de chevet. Je l'ai mis en mode « ne pas déranger ». La vibration s'est arrêtée. Le silence était merveilleux. J'ai pris une douche. J'ai lavé la fête de mon corps. J'ai laissé l'eau chaude couler sur mon dos. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge. J'avais l'impression de laver des années de leur voix. Je me suis habillé. J'ai mis un joli chemisier et un pantalon foncé. J'ai mis le blazer que je porte pour les grandes réunions au travail. J'avais l'impression de mettre une armure. J'ai fait du café. Je l'ai bu lentement, debout près de ma fenêtre, regardant la ville se réveiller. J'ai pris mon sac à main. J'avais un grand dossier manie à l'intérieur. J'avais collecté des documents pendant des mois, sans même savoir pourquoi. J'avais juste un pressentiment. À l'intérieur du dossier se trouvaient des emails de ma mère à propos du prêt hypothécaire. Le chèque de ton père est encore en retard, Rachel. Nous avons besoin de tes $400 pour demain. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant le paiement de $640 pour le SUV sortant de mon compte chaque mois pendant 2 ans. Et j'avais imprimé l'échange de messages textes de quand ma mère m'avait demandé de simplement aider à signer pour la maison. Je lui avais envoyé un texto, « Es-tu sûr que c'est juste temporaire ?» Sa réponse était sauvegardée. « La maison est à nous, Rachel. Tu as juste aidé à signer. Ne t'en fais pas, ce n'était pas une promesse d'aide temporaire. C'était une déclaration de propriété. Ma signature, leur maison. J'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai quitté mon appartement et je suis allé à ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la Green First Bank. C'était une petite banque locale. Le directeur de l'agence, Monsieur Reynolds, m'avait aidé à ouvrir mon premier compte courant quand j'ai déménagé à Seattle. Son bureau était calme. Il avait une fausse plante dans le coin et des photos de ses enfants sur son bureau. C'était un homme aimable dans la cinquantaine, avec des cheveux gris et un sourire calme. « Rachel, dit-il en me serrant la main. C'est un plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous? Je dois être retiré en tant que co-signataire de 2 prêts, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. J'en étais fier. Il a hoché la tête. D'accord, cela peut être un processus très délicat. Habituellement, l'emprunteur principal doit être d'accord ou vous devez refinancer. Je ne pense pas qu'ils seront d'accord, ai-je dit. J'ai ouvert mon dossier.
J'ai posé les papiers sur son bureau, les emails, les relevés bancaires, les messages textes imprimés. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la fête. Je lui ai parlé du gâteau. Je lui ai parlé du message texte de la nuit dernière. Nous avons choisi de couper tout contact. Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Il a juste hoché la tête, le visage sérieux. Il a lu les messages de ma mère. Il a regardé les relevés bancaires. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant 1 minute entière. Il a croisé les mains sur son bureau. Rachel, dit-il, et sa voix était douce mais ferme. Vous n'êtes pas la première personne à être exploitée sous le prétexte de la famille, et vous ne serez pas la dernière. Il a pris le texto de ma mère. La maison est à nous. Tu as juste aidé à signer. Il a hoché la tête. C'est ce que nous appelons une fausse déclaration financière. Ils vous ont dit une chose pour obtenir votre signature avec l'intention d'en faire une autre. Pouvez-vous m'aider, ai-je demandé. Tout ce dont nous avons besoin est ici, dit-il. Il a pris le téléphone. Nous n'allons pas demander leur permission. Il a passé 2 appels. Il a parlé dans un langage que je ne comprenais pas, libération de responsabilité, abus financier documenté, fausse déclaration à la signature. Il a tapé sur son ordinateur. Il a imprimé 2 formulaires. Celui-ci est pour le prêt hypothécaire, dit-il, et celui-ci est pour le prêt auto. Nous déposons une contestation de responsabilité immédiate. Sur la base de votre documentation, la banque vous libérera de ses dettes. Il sera alors de leur responsabilité de refinancer ou de renoncer aux actifs. Vous voulez dire qu'ils devront payer eux-mêmes? Oui, dit-il. À partir d'aujourd'hui. J'ai signé mon nom. Ma main était stable. Monsieur Reynolds a pris les papiers. Il a pris un grand et lourd tampon en caoutchouc. Il l'a pressé sur un encreur, puis sur la première page. Tude. Il l'a fait à nouveau sur la 2e page. Tude. Le son était doux, mais c'était le son le plus final que j'ai jamais entendu. C'était le son d'une serrure qui s'ouvre. C'était le son de chaînes qui se brisent. J'ai expiré. J'avais l'impression de retenir mon souffle depuis 3 ans. Vous avez fait ce qu'il fallait, Rachel, a dit Monsieur Reynolds en rassemblant les papiers. Parfois, se protéger est le seul moyen d'enseigner le respect aux autres. Ou du moins, c'est le seul moyen de se protéger de leur manque de respect. Je me suis levé. Merci, Monsieur Reynolds. Je vous remercie. Prenez soin de vous, dit-il en me souriant. Je suis sorti de la banque. Le vent de Seattle était froid. Il me mordait le visage, mais ma poitrine était légère. C'était une douleur, mais c'était une bonne douleur. C'était la sensation d'un poids si lourd que je ne savais même pas que je le portais, qui disparaissait soudainement. Je suis arrivé à ma voiture. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. L'écran était noir. Je l'ai pris, j'ai désactivé le mode « Ne pas déranger » et j'ai attendu. Cela a pris 10 secondes. Le téléphone s'est allumé. Il a commencé à vibrer et à trembler si fort contre le plastique que cela ressemblait à une abeille en colère. Maman, Britney, papa, maman, maman. Il savait. La banque les avait déjà appelés. Je l'ai regardé vibrer. J'ai regardé le nom de ma mère clignoter sur l'écran encore et encore. L'ancienne moi aurait répondu. L'ancienne moi se serait sentie coupable. La nouvelle moi a juste regardé sonner, et sonner, et sonner jusqu'à ce que cela tombe enfin sur la messagerie vocale. Le vent soufflait. Mais à l'intérieur de ma voiture, c'était parfaitement, merveilleusement silencieux. Je suis resté dans ma voiture sur le parking de la banque. Mon téléphone vibrait toujours dans le porte-gobelet. On aurait dit un animal piégé. J'ai regardé le nom de ma mère clignoter à l'écran. Maman. 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 Puis ça s'est arrêté. 1 seconde plus tard, un nouvel appel. Britney. Elle a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis a raccroché. 1 seconde plus tard. Papa. Il a laissé sonner. Il a laissé sonner 12 fois avant que ça ne tombe sur la messagerie vocale. C'était le patient. Celui qui attendait que vous cédiez. J'ai juste regardé. Je ne ressentais pas de panique. Je ne ressentais pas de culpabilité. Je me sentais juste distante.
C'était comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Il n'appelait pas pour s'excuser. Je le savais. Il n'appelait pas pour dire « Rachel, nous sommes tellement désolés. Nous avons été cruels. S'il te plaît, reviens. » Ils appelaient parce que la banque les avait appelés. La banque leur avait dit que la fête était finie. La banque leur avait dit que la femme qu'ils avaient rejetée était la même femme qui soutenait leur toit et payait leur essence. J'ai pensé aux 29 760 $. J'ai pensé à toutes les choses que j'aurais pu faire avec cet argent. J'aurais pu avoir un vrai compte d'épargne. J'aurais pu prendre des vacances. J'aurais pu acheter un nouveau canapé, mais je leur avais tout envoyé. Je l'avais envoyé en Idaho, mois après mois. Je l'avais envoyé à des gens qui se moquaient de mon gâteau de remise de diplôme. Le téléphone s'est de nouveau allumé. Maman. Cette fois, j'ai pris le téléphone, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton vert. J'ai appuyé sur le bouton rouge. J'ai refusé l'appel. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. C'était étrange. C'était puissant. Elle a immédiatement rappelé. Je l'ai refusé encore et encore. Au 4e essai, elle a arrêté. 1 minute plus tard, un message texte. Maman, tu réponds à ce téléphone tout de suite. Tu nous as ruinés. Un autre texto. Maman, la banque vient d'appeler. Qu'est-ce que tu as fait? Un autre. Britney, ils vont prendre ma voiture. Ma voiture. Tyler a besoin de cette voiture. Tu es une égoïste, une jalouse. Un autre. Britney, j'espère que tu es heureuse. Tu as enfin eu ce que tu voulais. Tu as ruiné ma vie. J'ai lu les mots. Jalouse. Égoïste. Ils ne voyaient toujours pas. Ils ne voyaient vraiment, vraiment pas ce qu'ils avaient fait. Dans leur monde, c'était moi qui avais tort. C'était moi qui les avais trahis. J'ai démarré ma voiture. Le moteur était éteint d'ouvrondissement. J'ai quitté le parking. J'ai conduit dans le trafic normal de midi à Seattle. Les gens allaient déjeuner. Ils promenaient leurs chiens. Le monde vivait simplement sa vie. Mon monde explosait, mais il explosait en silence sur un petit écran de verre. Quand je suis rentré à mon appartement, je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé mon téléphone. 9 nouveaux messages vocaux. J'ai pris une gorgée de thé. C'était chaud. J'ai respiré la vapeur. D'accord, j'étais prête. J'ai appuyé sur le premier message vocal. C'était ma mère. Sa voix n'était pas calme. C'était un cri aigu et mince. Rachel. Rachel, tu décroches ce téléphone. Tu me rappelles à la seconde. La banque a appelé ton père. Ils ont dit que tu avais déposé un papier d'abus. Qu'est-ce que tu leur as dit? Quel mensonge leur as-tu raconté? Tu as ruiné notre crédit. Tu as tout ruiné après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons donné une vie. Nous. Le message vocal s'est coupé. 30 secondes de pure rage. Je n'ai rien ressenti. J'ai juste appuyé sur supprimer. Le deuxième message vocal. Britney. Sa voix était basse et pleine de poison. Alors c'est ton plan. C'est comme ça que tu te venges de moi. Parce que je suis plus jolie. Parce que maman m'aime plus. Tu as toujours été jalouse. Toujours. Et maintenant tu l'as fait. Ils vont prendre mon SUV. Comment suis-je censé emmener Tyler au foot? Comment suis-je censé vivre? Tu te crois tellement meilleur que nous avec ton stupide diplôme et ton stupide petit appartement. Tu n'es rien. Tu es un rien froid et vide. Je te déteste. Je te déteste. J'ai appuyé sur supprimer. Le troisième message vocal. Mon père. Sa voix était celle qui a failli me faire mal. Elle était calme. Il semblait fatigué. Rachel, chérie, c'est papa. Écoute, ta mère est. Elle est très bouleversée. Et Britney aussi. Je pense que tu as fait une grosse erreur. Tu as fait valoir ton point de vue, d'accord? Tu es en colère. On a compris. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison, Rachel. Tu vas nous rendre sans abri. C'est ça que tu veux?
Juste. Rappelle la banque. Dis-leur que c'était un malentendu. Puis appelle-nous. On peut en parler. Ce n'est pas comme ça qu'une famille agit. Ce n'est pas comme ça qu'une famille agit. J'ai fixé le téléphone. J'ai pensé au gâteau par terre. J'ai pensé à ma mère qui riait. J'ai pensé au cœur rouge de Britney. Tu as raison, papa, ai-je murmuré au téléphone. Ce n'est pas comme ça qu'une famille agit. Il était le pire d'entre eux. Il était le complice silencieux. Il était celui qui avait tout regardé se passer toute sa vie et n'avait rien dit. Son silence était le seul qui avait permis à tout ce poison de pousser. J'ai supprimé son message. Les 6 autres messages vocaux n'étaient que criant mon nom ou pleurant. De fausses larmes de colère. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Le dernier message était toujours celui de ma mère. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. Et le cœur rouge de Britney. Tous leurs nouveaux messages étaient furieux. Tu le regretteras. Tu es morte pour moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. J'ai tout regardé. Les appels, les messages vocaux, les textos, les menaces. J'ai tapé une ligne calme. Je l'ai envoyé dans la conversation de groupe. J'ai juste arrêté de payer pour des gens qui ont ri quand mon gâteau est tombé par terre. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone sur la table. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. C'était le son d'une porte qui se verrouille. C'était le son d'une tempête qui, enfin, se terminait. J'ai fini mon thé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé sur le site web de mon opérateur téléphonique. J'ai trouvé la section pour les numéros bloqués. J'ai tapé le numéro de ma mère. Bloqué. J'ai tapé le numéro de mon père. Bloqué. J'ai tapé le numéro de ma sœur. Bloqué. Mon téléphone était silencieux. Il ne vibrait plus. C'était juste un écran noir et silencieux. C'était la première vraie paix que j'avais ressentie en 28 ans. Pendant 3 jours, il y a eu le silence. C'était un nouveau genre de silence, étrange. Ce n'était pas seulement calme. C'était une absence. Une absence de drame, d'anxiété, d'attente du prochain message texte qui me nourrait l'estomac. Je suis allé au travail. Mon travail est dans une petite entreprise de technologie appelée Green Pulse Tech. Nous fabriquons des logiciels pour les énergies renouvelables. Je suis chef de projet. Je suis bonne dans mon travail. Je suis organisée. J'aime voir un plan se concrétiser. Au travail, personne ne se moquait de moi. Personne ne me traitait de trop sensible. J'ai déjeuné avec mon amie Megan. Elle est designer dans mon entreprise. Elle a des cheveux rouges vifs et un rire qui est toujours bienveillant. Tu sembles différente, dit-elle devant nos salades. Bien, différente, plus légère. Je ne lui avais pas tout dit. J'avais juste dit, j'établis des limites avec ma famille. C'est bien pour toi, dit-elle, et elle le pensait. Les limites sont difficiles, surtout avec la famille. Fais-moi savoir si tu veux venir regarder de mauvais films ce week-end. J'ai souri. J'aimerais bien. J'étais en train de construire une nouvelle vie, une vie tranquille. La 3e nuit, j'étais à la maison. Il était environ 19 heures. Il faisait sombre et il pleuvait dehors. J'étais en pyjama, lisant un livre sur mon canapé. Mon appartement était chaud. Puis j'ai entendu. Boum, boum, boum. Ce n'était pas un coup frappé. C'était des coups sourds. Quelqu'un frappait ma porte avec ses poings. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Tout mon corps est devenu froid. J'ai su instantanément qui c'était. Boum. 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 Rachel, ouvre cette porte. On sait que tu es là. La voix de ma mère. Ce n'était pas l'immeuble de mon appartement. Ça résonnait dans la cage d'escalier. C'était aigu et furieux. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assise sur mon canapé, figé. Boum. 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 Rachel Carter, tu ouvres cette porte tout de suite. Puis une autre voix. Britney. Sors de là, lâche. Tu crois que tu peux te cacher? Elles étaient là.
Elles avaient pris l'avion de l'Idaho à Seattle. Elles avaient trouvé mon immeuble. Je vis dans un immeuble sécurisé. Il faut une clé ou il faut être appelé. Elles ont dû suivre quelqu'un. Mes mains tremblaient. J'ai posé mon livre. Je me suis levé lentement. Je me suis dirigé vers le mur près de ma porte. J'ai un petit interphone vidéo. J'ai appuyé sur le bouton de visualisation. Le petit écran en noir et blanc s'est allumé. Je les ai vues. Ma mère Hélène et ma sœur Brittany. Elles avaient l'air affreuses. Leur visage était rouge et tendu de colère. Leurs cheveux étaient mouillés par la pluie. Elles ressemblaient à deux animaux furieux et noyés. Rachel, la voix de ma mère était si forte que je pouvais l'entendre à travers la porte et à travers l'interphone. Ouvre cette porte ou je la défonce. Tu as tout ruiné, a crié Brittany. Elle pleurait, mais c'était des larmes de colère. La banque a gelé nos comptes. Ils ont gelé mes comptes. Je ne peux pas faire les courses. Tout ça à cause de toi. Ma main est allée à la poignée de la porte. L'ancienne moi, l'ancienne Rachel voulait l'ouvrir. Elle voulait que les cris s'arrêtent. Elle voulait dire, je suis désolé. Je suis désolé. Réglons ça. La culpabilité était une chose lourde et physique. Elle m'étouffait. C'est ma famille. Elles sont sous la pluie. Elles ne peuvent pas faire les courses. J'ai posé ma main sur la poignée en métal. Elle était froide. Puis je me suis souvenu. Je me suis souvenu du gâteau par terre. Je me suis souvenu des rires. Je me suis souvenu de « mange-le par terre ». Elles n'étaient pas là parce que je leur manquais. Elles n'étaient pas là pour s'excuser. Elles étaient là parce que l'argent s'était arrêté. J'ai retiré ma main de la poignée. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai regardé leur visage sur le petit écran. Elles étaient ma famille, mais elles étaient aussi les personnes qui me faisaient le plus de mal. Ma maison était mon refuge. Je devais le protéger. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. J'ai ouvert le clavier. J'ai chuchoté dans mon téléphone. Police de Seattle. Quelle est votre urgence? Ma voix était un murmure rauque. Bonjour, je m'appelle Rachel Carter. Il y a 2 personnes devant la porte de mon appartement. Elles cognent dessus et crient. Elles refusent de partir. Sont-elles armées, madame? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais elles crient, j'ai peur. Les connaissez-vous? J'ai fermé les yeux. C'était le moment. Oui, ai-je murmuré. C'est ma famille, mais aujourd'hui, elles violent ma propriété. Nous envoyons un agent, mademoiselle Carter. Restez en ligne. N'ouvrez pas la porte. Verrouillez votre peine dormant. J'étais déjà verrouillé. Je suis resté là, à respirer, écoutant l'opérateur du 911 sur un téléphone et les cris de ma mère de l'autre côté de la porte. Les minutes ont passé. Elles ont semblé des heures. Puis, à travers l'interphone, j'ai entendu une nouvelle voix. La voix d'un homme. Calme, ferme. Madame, vous devez vous éloigner de la porte. J'ai regardé l'écran vidéo. Un policier se tenait là. Il était grand. Il se tenait entre elles et ma porte. C'est ma fille, a hurlé ma mère. Nous sommes ici pour voir notre fille. Madame, on m'a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Vous êtes sur une propriété privée et vous causez du trouble. Si elle vous a demandé de partir, vous devez partir. Vous ne pouvez pas nous obliger, a crié Brittany. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de violation de propriété privée, a dit l'agent, sa voix égale. Vous pouvez partir de votre plein gré ou vous pouvez être escorté. C'est votre choix. J'ai regardé le visage de ma mère à l'écran. C'était un masque d'humiliation pure et amère. Elle a regardé l'agent. Elle a regardé ma porte fermée. Elle savait qu'elle avait perdu. Très bien, a-t-elle sifflé. Je les ai regardés se retourner. L'agent les a suivis alors qu'elles descendaient le couloir. Elles sont parties. Elles sont parties sous la surveillance froide et silencieuse d'un policier. Je suis resté près de la porte pendant longtemps. Mes jambes tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir par terre. Je pleurais, mais pas de tristesse.
C'était de soulagement. C'était la terreur qui quittait mon corps. Je l'avais fait. J'avais tenu bon. J'ai ouvert l'enregistreur vidéo de mon interphone. Il avait sauvegardé les 5 dernières minutes. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Je l'ai étiqueté, limite, 17 avril 2025. J'avais le sentiment que j'en aurais peut-être encore besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la gueule de bois. Je n'avais pas bien dormi. J'entendais sans cesse le bruit des poings sur ma porte, mais je me sentais aussi lucide. L'air dans mon appartement semblait différent. Il semblait vraiment, complètement mien. J'ai fait du café, mes mains encore un peu tremblantes. Je me préparais pour le travail. Je voulais juste une journée normale. Puis mon téléphone a vibré. C'était un texto de Megan. Megan, je ne veux pas te contrarier, mais je pense que tu dois voir ça. Une vieille voisine de l'Idaho vient de le partager. Je suis tellement désolé. Sous le texte se trouvait une capture d'écran d'une publication Facebook. C'était de ma mère. Elle avait posté une photo d'elle-même. C'était une vieille photo, d'un dîner de famille où elle souriait, ressemblant à la mère parfaite. Le message était long. C'est avec le cœur le plus lourd, commençait-il, que je dois écrire ceci. Parfois, l'enfant en qui vous avez le plus confiance, celui à qui vous donnez tout, vous trahit de la pire des manières. Notre fille Rachel a décidé de nous ruiner. Par dépit et jalousie envers sa sœur, elle a raconté de terribles mensonges à la banque et a ruiné le crédit de ses parents. J'ai dû m'asseoir. Mon café était toujours dans ma main, mais je ne le buvais pas, nous avons le cœur brisé, continuait le message. Votre père et moi risquons de perdre notre maison. Britney risque de perdre sa voiture. Le seul moyen qu'elle a d'emmener notre doux petit-fils Tyler à ses rendez-vous chez le médecin. Nous avons toujours aimé Rachel, même quand elle était difficile ou froide. Nous avons payé ses études. Nous avons soutenu son déménagement à Seattle. Et c'est ainsi qu'elle nous remercie, en essayant de rendre sa famille sans abri. Nous publions ceci pour que nos amis et notre famille connaissent la vérité. S'il vous plaît, priez pour nous. Et s'il vous plaît, priez pour Rachel, afin qu'elle apprenne ce que signifie vraiment la gratitude et la famille. J'ai fait défiler vers le bas. Des dizaines de commentaires. Une vieille voisine, Hélène, je suis tellement désolé. J'ai toujours su qu'elle était une enfant ingrate. Si prétentieuse. Une tante éloignée, c'est horrible. Pauvre Hélène et Robert. Vous lui avez tout donné. Une des amies de maman, Britney est une mère merveilleuse. Rachel devrait avoir honte d'elle-même. Certaines personnes n'apprennent jamais la gratitude. Commentaire après commentaire. Ingrate. Égoïste. Gâté. Pauvre Hélène. J'ai senti le sang me monter au visage. C'était une sensation chaude et nauséeuse. La honte. Mon premier instinct a été de me battre. Je voulais commenter. Je voulais poster mes relevés bancaires. Je voulais écrire « Vous n'avez pas payé mes études. J'ai 60 000 $ de prêts étudiants. J'ai payé votre maison. J'ai payé sa voiture. » Je voulais poster l'audio du message vocal de Britney. Je voulais poster la photo du gâteau par terre. Mes doigts tremblaient sur mon téléphone. J'étais prête à taper, prête à me défendre. Et puis je me suis arrêté. Qui essayais-je de convaincre? Ces gens? Ces vieux voisins et parents éloignés qui m'avaient vu grandir? Ils avaient tous été au fait. Ils avaient tous vu comment j'étais traité. Ils m'avaient vu débarrasser les assiettes pendant que Britney était traitée comme une reine. Ils avaient entendu les blagues et n'avaient rien dit. Ils faisaient partie du même système. Ils étaient le public de ma mère. Cette publication n'était pas pour moi. C'était une performance pour eux. Ma mère jouait la victime et elle avait besoin d'un méchant. J'étais la méchante. L'ancienne moi aurait été détruite par ça. L'ancienne moi aurait passé des jours, des semaines à essayer de réparer les choses, à essayer de regagner l'approbation de gens qui ne m'avaient jamais vraiment aimé. La nouvelle moi se sentait juste fatiguée. J'ai posé mon téléphone. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin de temps. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fini mon café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allé sur Facebook. J'ai ouvert mon email professionnel.
J'ai envoyé un court email à mon équipe et à ma patronne, Lauren Shaw. Objet, affaires personnelles. Bonjour à l'équipe. Une affaire familiale privée est malheureusement devenue publique. Vous pourriez voir des rumeurs à mon sujet sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas les commenter, mais je voulais que vous soyez au courant au cas où vous le verriez. J'ai appris que les limites contrarient souvent les personnes qui bénéficiaient autrefois de mon silence. Mon attention est, comme toujours, portée sur mon travail ici. Merci de votre compréhension. Cordialement, Rachel. J'ai appuyé sur envoyer. Ce n'était pas une défense. Ce n'était pas une explication. C'était une limite. Je suis allé au travail. J'étais nerveuse. Je suis entré dans le bureau en ayant l'impression que tout le monde me regardait, comme s'ils avaient tous vu la publication. Personne n'a dit un mot. Mon équipe a une autre réunion du matin. Nous avons parlé d'une mise à jour logicielle. Ma patronne, Lauren, m'a demandé mon avis sur un nouveau calendrier. Mon ami Aaron, l'un des ingénieurs, a fait une mauvaise blague sur le café. C'était juste normal. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email de ma patronne. Il ne contenait qu'une seule ligne. Rachel, merci pour la note. Votre professionnalisme est apprécié. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'était tout. J'ai réalisé, assise à mon bureau, que ma vie à Seattle était réelle. Mon travail était réel. Mes amis étaient réels. Le drame de ma famille était une histoire qu'ils racontaient à un public que j'avais déjà quitté. J'ai fermé mon ordinateur portable à la fin de la journée. La vérité n'avait pas besoin que je me batte pour elle. J'avais fini de vivre pour leur approbation. Quelques jours plus tard, la publication Facebook a disparu. Megan m'a envoyé un texto, et la publication a disparu. On dirait que les ordures se sont sorties toutes seules. J'ai souri. J'ai vérifié. Elle avait raison. Elle avait tout simplement disparu. Je me suis demandé pourquoi. Peut-être que quelqu'un qui connaissait la vérité avait dénoncé ma mère. Peut-être un parent avec une conscience. Peut-être mon père, dans un rare moment de courage, lui avait dit d'arrêter. Ou peut-être, et cela semblait plus probable, les conséquences étaient devenues réelles. Peut-être que la banque avait officiellement entamé la procédure de saisie de la maison. Peut-être qu'ils avaient repris le SUV géant de Britney. Quand l'histoire est passée de « Rachel est méchante » à « Je suis en train de perdre ma maison », la sympathie du public s'est probablement tarie. Il est facile d'être une victime en ligne. C'est plus difficile quand la dépanneuse est dans votre allée. J'ai réalisé quelque chose. Ça n'avait pas d'importance. La raison pour laquelle elle l'avait retiré n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était le silence. Le bruit s'était arrêté. Le vrai tournant est arrivé une semaine plus tard. Une lettre est arrivée. C'était dans une épaisse enveloppe couleur crème. L'adresse de l'expéditeur était Green First Bank. Mon cœur a fait un saut froid et familier. La peur. Et maintenant? Ai-je pensé? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce qu'ils me poursuivent? Est-ce que Monsieur Reynolds a fait une erreur? Mes mains n'étaient pas stables en ouvrant l'enveloppe. C'était une seule feuille de papier officiel épais. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une convocation. C'était une lettre. Chère mademoiselle Rachel Carter. Cette lettre a pour but de confirmer qu'à compter du 1er mai 2025, vous avez été entièrement et légalement libéré de toutes les responsabilités financières concernant le compte de prêt hypothécaire conjoint et les comptes de prêt de véhicules sous les noms d'Hélène et Robert Carter et de Britney Carter respectivement. Notre enquête, basée sur les documents que vous avez fournis, a confirmé une libération de responsabilité. Vous n'êtes plus considéré comme une cosignataire ou une partie responsable de ces dettes. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre avenir financier. Cordialement, Monsieur Reynolds, directeur d'agence, Green First Bank. Je l'ai lu une fois. Je me suis assise par terre dans mon entrée. Je l'ai relu, entièrement et légalement libéré. Plus responsable. J'ai passé ma main sur le papier. C'était réel. C'était tamponné. Le sceau était en relief. Il brillait sous la lumière. C'était fait. Ce n'était pas seulement moi qui me sentais libre. Ce n'était pas seulement moi qui bloquais leur numéro. C'était un morceau de papier du monde, du système,
qui disait « Vous êtes libre ». J'ai posé la lettre sur mon comptoir de cuisine. Je l'ai fixée. C'était comme la paix. C'était comme si la dernière chaîne lourde venait de se transformer en poussière. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire. J'ai regardé les 2 lignes. Aide prêt hypothécaire par an, 4 cents $. SUV de Britney, 640 $. Total, 1040 $ par mois. Ma main était sur la souris. J'ai cliqué sur la première ligne. J'ai appuyé sur la touche supprimer. Elle a disparu. J'ai cliqué sur la deuxième ligne. J'ai appuyé sur la touche supprimer. Elle était partie. Le total au bas de ma feuille de calcul avait soudainement 1040 $ de plus. J'ai fixé ce nombre. C'était mon argent. Pour la première fois, il était entièrement à moi. J'ai ouvert une nouvelle ligne dans mon budget. Je l'ai intitulée « Mon avenir ». J'y ai mis les 1040 $. L'ancienne moi se serait sentie coupable. L'ancienne moi se serait inquiétée. Vont-ils bien? Sont-ils sans abri? La nouvelle moi se sentait juste calme. Je leur avais donné 30 000 $. Je leur avais donné mon enfance. Je leur avais donné mon amour-propre. Je n'avais plus rien à leur donner. Et je n'avais plus rien à me sentir coupable. Mon téléphone a vibré. C'était mon ami Aaron. « Salut », ai-je dit en répondant. Ma voix semblait normale. Et, rat. Megan et moi commandons une pizza et regardons un terrible film de science-fiction. Tu veux venir? J'ai regardé la lettre sur mon comptoir. J'ai regardé le nouveau budget propre sur mon écran. Oui, ai-je dit. J'adorerais. J'apporterai le dessert. J'ai raccroché. J'ai mis mes chaussures. J'ai pris mes clés. Je suis sorti de mon appartement dans la nuit fraîche de Seattle. Et je n'ai pas regardé en arrière. Les semaines ont passé. Puis les mois. Le bruit s'est complètement éteint. Plus d'appels bloqués. Plus de numéros inconnus. Plus de singes volants ou de publications Facebook. Juste le silence. Le silence était étrange au début. Il semblait vide. J'avais passé toute ma vie en état d'alerte, attendant la prochaine crise, attendant la désapprobation de ma mère ou le drame de ma sœur. Sans ce bruit, je devais apprendre qui j'étais. Je me suis concentré sur le travail. Je me suis concentré sur ma petite vie agréable. J'ai commencé à diriger un nouveau projet chez Green Pulse Tech. C'était compliqué et difficile et j'adorais ça. Un après-midi, ma PDG, Lauren Shaw, m'a arrêté dans le couloir. C'est une femme grande et intelligente qui ne gaspille jamais ses mots. Rachel, dit-elle en souriant légèrement. Votre équipe vient de terminer la nouvelle version avec 2 jours d'avance. Nous avons une bonne équipe, ai-je dit. Vous êtes un bon leader, a-t-elle répondu. Vous dirigez avec constance. Les gens font confiance à cela. C'est une compétence rare. Continuez comme ça. Je l'ai juste regardé. Constance. Toute ma vie, ma famille avait qualifié ma constance d'ennuyeuse. Ils qualifiaient ma nature calme de froide. Ils qualifiaient ma responsabilité de vantardise. Ici, dans ma vraie vie, c'était une compétence. C'était ma plus grande force. C'était la première fois qu'on me louait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour quelqu'un. J'ai construit une nouvelle famille. Mes amis, Megan et Aaron, sont devenus ma vraie famille. Nous avons passé Thanksgiving dans l'appartement d'Aaron. Nous avons cuisiné une dinde qui était trop sèche et nous avons ri jusqu'aux larmes. Il n'y avait pas de drame. Personne n'a insulté personne. Le fils de personne n'a jeté la tarte à la citrouille par terre. Nous avons passé Noël chez Megan. Nous avons bu du vin et échangé de petits cadeaux attentionnés. J'ai lentement rempli ma vie, non pas de survie, mais de vie. Je suis allé en randonnée. J'ai lu des livres. J'ai économisé mon argent. Ces 1040 $ par mois allaient dans mon compte, mon avenir. Après 1 an, j'avais plus de 12 000 $. C'était ma sécurité. C'était ma liberté. J'étais heureuse. Ce n'était pas un bonheur bruyant. C'était un bonheur calme et constant. Puis, 1 an après être sorti de cette banque, mon téléphone a vibré.
C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais de qui il s'agissait. Je suis désolé pour tout. Juste 6 mots. Pas d'excuses, pas d'explication. Il n'y avait pas de « je suis désolé, mais ». Il n'y avait pas de « maman m'a forcé ». C'était juste « je suis désolé pour tout ». Je savais que ça venait de Britney. Je me suis assise sur mon canapé, regardant le message. Le même canapé où j'avais lu la publication de ma mère. La même pièce où je les avais entendus marteler ma porte. J'ai pensé à répondre. Qu'est-ce que je dirais même? Merci. Je te pardonne. C'est trop tard. Je me suis demandé pourquoi elle m'envoyait un texto maintenant. Peut-être qu'elle était en thérapie. Peut-être qu'elle avait mûri. Ou peut-être que sa vie était difficile. Peut-être qu'elle avait perdu la maison. Peut-être qu'elle conduisait une voiture de 10 ans. Peut-être qu'elle avait besoin d'argent. Peut-être que c'était le premier pas pour me redemander de l'argent. L'ancienne moi aurait été déchirée. L'ancienne moi aurait vu cela comme une ouverture, une chance de finalement réparer ma famille. La nouvelle moi a juste ressenti un faible sourire triste. J'ai souri faiblement et j'ai posé le téléphone. J'ai réalisé que le pardon n'est pas ce que je pensais que c'était. Le pardon, ai-je réalisé, ne signifie pas toujours ouvrir la porte. Cela ne signifie pas que vous devez les laisser revenir. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ce qui s'est passé. Parfois, le pardon, c'est juste laisser aller. Ce n'est pas pour eux. C'est pour vous. C'est l'acte final de les détacher de votre cœur. Parfois, le pardon, c'est de verrouiller la porte doucement et de s'éloigner en paix. J'ai repris mon téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai juste supprimé le message. Dehors, par ma fenêtre, le lac Union scintillait. Le soleil se couchait derrière les montagnes olympiques. Le ciel était un mélange d'orange et de violet. C'était magnifique. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'ai vu une femme qui était calme, une femme qui était constante, une femme qui était enfin en sécurité. J'ai murmuré à mon reflet.